Bonsoir à tous, merci de suivre le 20h de RTI 1 à la une ce soir. La première dame de Côte d'Ivoire inaugure la chapelle du village d'Assouvoué dans le département de Toumoudi. Un édifice offert à ce village par le vice-président et son épouse. La nouvelle chapelle compte 1100 places assises, un presbytère et une grotte mariale. Le centre émetteur de la commune d'Abobo va abriter la structure technique qui centralise toutes les données dans le cadre du déploiement de la TNT, la télévision numérique terrestre. Le ministre de la Communication est allé constater l'état d'avancement des travaux. Lancement ce lundi au siège de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCAO à Dakar de la semaine de l'inclusion financière dans l'UEMOA. Elle vise à rassembler les acteurs du secteur financier autour des problématiques spécifiques à chaque pays membre de l'Union. Et puis en France, le mouvement des Gilets jaunes ne faiblit pas. Le gouvernement lâche du lest et renonce à certains dispositifs, notamment les péages urbains. Les mesures détaillées ce lundi en Conseil des ministres. Bienvenue dans le 20h de ce lundi. La première dame de Côte d'Ivoire à l'inauguration de la toute nouvelle chapelle du village d'Assouvoué, c'est dans le département de Toumoudi. Un édifice religieux d'une capacité de plus de 1000 places assises avec un presbytère et une grotte mariale. C'est un don du vice-président ivoirien Mahama Traoré et Abiba Dambélé. Quelques kilomètres de bitume relient désormais le village d'Assouvoué dans le département de Toumoudi à l'autoroute du Nord. Une fois à l'entrée du village, un autre ouvrage attire l'attention. Il s'agit de la toute nouvelle chapelle Notre-Dame de toute grâce, un don du vice-président Daniel Kablan-Duncan et de son épouse Clarisse, native du village. La consécration du nouvel édifice religieux s'est faite en présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Célébrant la messe de consécration, Monseigneur Alexis Touabli a insisté sur le lien que chaque chrétien catholique devrait entretenir avec son Église. Je suis émerveillé devant l'éternelle jeunesse de l'Église, une jeunesse bimillénaire qui se renouvelle sans cesse et qui la maintient toujours jeune, toujours forte, toujours solide, toujours splendide. Ô Sainte Église, mon amour. Catholiques, aimez votre Église et soyez fiers d'être catholiques. La chapelle Notre-Dame de toute grâce d'Assouvoué a une capacité de 1100 places assises. Sa construction a été initiée par la paroisse Saint-Michel de Toumoudi, une initiative à laquelle le couple Duncan n'est pas resté insensible. Comme le disait Mère Teresa, et je cite, « Ce qui compte, ce n'est pas ce que l'on donne, mais l'amour avec lequel on donne. Il faut faire de petites choses, mais avec un immense amour. » Fin de citation. C'est un peu de ce que mon épouse Clarisse et moi avons voulu essayer de faire pour traduire à travers cet édifice notre humble reconnaissance pour tous les bienfaits de Dieu. Notre vœu le plus ardent est que s'accomplisse pour ce village et les autres villages ici représentés au-delà, cette promesse figurant dans le livre de l'Exode où Dieu dit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » La chapelle d'Assouvoué comprend également un presbytère et une grotte mariale inaugurée par la première dame Dominique Ouattara. Elle invite les fidèles catholiques du village à prendre soin de l'édifice. Nous venons d'assister à la consécration et la bénédiction donc, de la chapelle d'Assouvoué qui est devenue maintenant église. Et ça, c'était une très belle nouvelle. Je voudrais donc les remercier pour leur accueil très chaleureux et remercier surtout Monsieur le vice-président et son épouse, Clarisse Duncan, qui ont offert ce joyau architectural à la population d'Assouvoué. Et leur dire que vraiment, je sais qu'ils en prendront grand soin. Et c'était magnifique, c'était une très belle cérémonie et c'était très sympathique. La première dame de Côte d'Ivoire n'est pas repartie d'Assouvoué sans laisser des traces de générosité aux populations et à l'église du village. Elle a offert du matériel agricole,
des dons en vivres et en espèces pour un coût global de 51 millions de nos francs. Autre bonne nouvelle, l'engagement pris, séance tenante, par Monseigneur Alexis Touably, d'ériger la chapelle en une paroisse, chose qu'il promet de matérialiser dans les meilleurs délais par la nomination d'un prêtre. L'actualité sur la scène économique est alimentée ce lundi par l'ouverture à Abidjan de la 9e conférence mondiale sur le Doing Business. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a reçu en audience la forte délégation de l'Ease of Doing Business Initiative. Elle est conduite par Pierre Laporte, directeur des opérations de la Banque mondiale. Le chef du gouvernement s'est félicité de la tenue de cette importante conférence à Abidjan, la première en Afrique de l'Ouest et dans un pays francophone. Il a par ailleurs rappelé les efforts consentis par le gouvernement pour améliorer le climat des affaires, ce qui a valu à la Côte d'Ivoire de gagner 17 places au dernier classement Doing Business. Et cette rencontre internationale annuelle basée sur le partage d'expériences et de pratiques en matière d'amélioration de l'environnement des affaires s'est ouverte donc ce matin. Cheikh Koné. Cette 9e conférence dédiée au partage des expériences en matière de réforme du Doing Business est la première du genre en Afrique subsaharienne, précisément, dans un pays francophone. L'entrée de la Côte d'Ivoire dans le top 10 des pays réformateurs au monde dans le classement Doing Business 2019 est un des critères qui a valu la tenue de cet événement à Abidjan. Cette conférence annuelle de partage d'expériences et d'échange de bonnes pratiques sur l'amélioration du cadre des affaires est une excellente opportunité pour les pays du continent de discuter des voies et moyens pour rendre leurs économies plus attractives. Amélioration du climat des affaires et défis de croissance économique en Afrique. C'est le thème retenu pour cette 9e édition. Environ 300 experts du groupe de la Banque mondiale et des experts venus d'une trentaine de pays africains vont partager durant 2 jours leurs expériences et bonnes pratiques en matière de réforme. Nous en sommes tous conscients, l'effort de réforme est long et souvent complexe, mais il est indispensable pour transformer positivement nos économies et nos sociétés. Nous espérons, par la présente conférence, vous permettra justement de discuter autour des expériences réussies, mais aussi des défis que vous rencontrez dans le processus de réforme que vous menez. Dans le dernier rapport Doing Business 2019, la Côte d'Ivoire a réalisé un bond de 17 places, passant ainsi de la 139e place à la 122e place. Et ce, grâce à 5 réformes engagées sur les 10 indicateurs du Doing Business. Ces réformes ont constitué des priorités du gouvernement en matière de renforcement des infrastructures économiques et du cadre global du Doing Business en Côte d'Ivoire. Malgré ces résultats encourageants, les objectifs du gouvernement ne sont pas encore atteints. Cela nécessite des efforts encore plus soutenus, d'où la création le 10 juillet 2018 d'un secrétariat d'État auprès du Premier ministre chargé de la promotion de l'investissement privé, lequel a en charge la facilitation des affaires. La tenue de cette conférence mondiale revêt un enjeu important pour la Côte d'Ivoire, car le pays ambitionne d'être parmi les 5 pays les mieux classés dans le monde d'ici à 2020. Pour y arriver, il devra s'inspirer des meilleurs exemples de réformes dans le cadre de l'amélioration de l'environnement des affaires. Toujours en économie, ce lundi a aussi vu le lancement de la semaine de l'inclusion financière dans l'UEMOA au siège de la BCEAO à Dakar. Une initiative pour rassembler les acteurs du secteur financier en vue de discuter des problématiques spécifiques et aussi des défis pour chaque pays de l'Union en matière d'inclusion financière. Le reportage est signé Francis Boifo. Du siège de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCEAO à Dakar, le gouverneur de cette institution dégage les priorités relatives à l'inclusion financière les 5 prochaines années. Il s'agit d'améliorer de manière permanente l'accès et l'utilisation par les populations de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA d'une gamme diversifiée de produits et services financiers adaptés et à coût abordable à 75% de la population adulte de l'Union. Tiemoko Meiliet Kone se félicite des résultats enregistrés ces 10 dernières années, même si des défis restent à relever. Le taux d'inclusion financière est passé de 17% en 2007 à 57% en 2017. La semaine de l'inclusion financière lancée ce lundi dans les 8 États membres de l'UEMOA devrait aider à l'amélioration des initiatives visant à rendre les services financiers formels disponibles
accessible et abordable pour l'ensemble de la population. Conscient de ce que l'inclusion financière favorise l'insertion des couches sociales les plus défavorisées dans le tissu économique de l'Union, la BCEAO a initié des réformes qui ont permis l'augmentation des structures financières la dernière décennie. 144 établissements de crédit, dont 126 institutions bancaires et 18 établissements financiers au 31 décembre 2017. Concernant le taux de bancarisation strict de l'UEMOA, c'est-à-dire le pourcentage de la population adulte détenant un compte dans les banques, les services postaux, les caisses nationales d'épargne et le trésor public, il est passé de 7,6% en 2007 à 17,2% en 2017. Et cette inclusion financière concerne aussi le domaine des assurances. Les journées nationales des assurances viennent permettre à tous de mieux s'informer sur les polices et produits d'assurance. C'est une occasion pour échanger avec les responsables de compagnies d'assurance et poser les problèmes rencontrés au quotidien en matière d'assurance. Francis Boifo. Rencontré aux Journées nationales des assurances, le président de l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire a des griefs contre les compagnies d'assurance. Nous payons des polices d'assurance, mais dès lors que vient le sinistre, pour être indemnisé, c'est la croix et la bannière. Il y a des problèmes en matière d'assurance automobile, sur l'indemnisation des victimes. Il y a eu le problème des inondations récemment où des gens qui pensaient être assurés, tout risque, ne se sont pas vus indemnisés. Nous sommes venus ici pour nous informer. Des préoccupations. Anderson Kouyo également en a. Il est courtier depuis une trentaine d'années. Il dit ne pas comprendre. Généralement, le courtier, la compagnie se battent sur le même client. Et ça réduit la marge de manœuvre du courtier ou d'autres intermédiaires. C'est vrai, parmi nous, il y a beaucoup de brebis galeuses, il faut le reconnaître. Et aujourd'hui, le régulateur et l'autorité de tutelle s'emploient à mettre les compagnies aux normes. Mais il y a également le fait que notre métier soit mal connu. Pour approfondir les réflexions autour des problèmes qui minent le secteur, la direction des assurances du Trésor public a initié cette plateforme d'échange. Le taux de pénétration est très faible en Côte d'Ivoire, il est d'environ 2%. Donc c'est un taux qui est très bas par rapport à la moyenne sous-régionale qui est de 4%. Donc nous organisons ces journées pour permettre aux populations de comprendre qu'aujourd'hui l'assurance n'est plus une option, mais c'est une obligation. C'est également de leur permettre de rentrer en contact directement avec la direction des assurances, donc notamment les victimes des sinistres, qui pourront rencontrer les experts en la matière pour savoir comment être orientés et pouvoir être indemnisés. Impulser un nouveau dynamisme au secteur des assurances en Côte d'Ivoire. C'est l'objectif visé par le gouvernement au regard de son apport dans l'économie. Le chiffre d'affaires engrangé par ce secteur atteint 333 milliards de francs CFA en 2017, avec un taux moyen annuel de progression de l'ordre de 7% sur les 10 dernières années. Les assureurs participent de façon continue aux emprunts obligataires lancés par le Trésor public. À titre d'exemple, le TPCI 6% 2013-2016 a été souscrit à hauteur de 6,617 milliards, soit 5,47% du montant global sollicité, et le TPCI 6,3% 2013-2018 à hauteur de 11,307 milliards de francs CFA, soit 11,57% du montant global sollicité. Les journées nationales des assurances s'achèvent ce vendredi. Elles devraient aboutir à la conclusion d'un nouveau pacte social entre clients, courtiers, compagnies d'assurance et gouvernement. L'Union parlementaire africaine a un nouveau président. Cipriano Kassama, président de l'Assemblée nationale de la Guinée-Bissau, a passé les charges à son homologue du Burkina Faso. Le nouveau président entend accorder une place de choix aux femmes et aux jeunes dans son plan stratégique pour les 5 prochaines années. Kolo Koulibaly. Alassane Balassah Kandé, président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, vient d'être élu à la tête de l'Union parlementaire africaine. Une union qui rassemble les institutions parlementaires des États africains. Alassane Balassah Kandé succède au Bissau-Guinéen Cipriano Kassama, président de l'UPA depuis 2016. 2 années durant, nous avons essayé
de redynamiser notre organisation commune en vue d'accroître sa vitalité, sa visibilité aussi au plan national et international auprès des Nations Unies. Élu pour 1 an, le nouveau président de l'Union parlementaire africaine place l'action au cœur de son mandat. On revoit un peu nos textes de façon à favoriser ou à privilégier la présidence tournante selon les régions. Il était important pour nous aujourd'hui de tenir compte de la frange de la population qui est plus ou moins majoritaire. Je voulais parler de la jeunesse et je voulais parler des femmes. Donc naturellement, au niveau des statuts, nous devons intégrer ça également pour prendre en compte la jeunesse et les femmes. Il y a également que nous devons développer des initiatives afin d'accroître les ressources de l'UPA. Après la passation de charge, les 2 présidents se sont rendus chez le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Guillaume Soro a assuré ses hôtes de la disponibilité de la Côte d'Ivoire à soutenir l'Union parlementaire africaine. J'ai indiqué au président Sakandé, nous sommes totalement disposés à l'accompagner dans sa mission. Je profite pour lui adresser une invitation officielle à venir visiter l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et à venir s'adresser aux députés ivoiriens. L'Union parlementaire africaine est née en 1976, un cadre d'échange au service de la paix et de la démocratie. Actuellement, l'UPA compte 41 pays membres. Le siège se trouve à Abidjan depuis janvier 1983. Le centre émetteur de la commune d'Abobo va abriter la structure technique qui centralise toutes les données dans le cadre du déploiement de la TNT, la télévision numérique terrestre. Le ministre de la Communication s'est rendu ce matin sur le site pour voir où en sont les travaux. Ils ont été lancés en août dernier. Franck Quadio. Une salle d'exploitation, celle des émetteurs, une autre pour gérer le réseau et la montée satellitaire, entre autres. La projection digitale du futur bâtiment à 2 niveaux, une technique et une administrative qui centralisera les données des 4 chaînes de télé engagées dans le déploiement de la TNT télévision numérique terrestre. Les travaux lancés le 8 août dernier par le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, qui est justement de retour sur le site au centre émetteur d'Abobo pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. C'est un engagement que le Premier ministre nous a demandé de prendre au vu de la perspective que le président de la République a donnée pour l'ouverture de l'espace audiovisuel pour plus tard à la fin de cette année 2018. Donc nous serons dans le délai. Nous serons dans le délai. Les équipements, tout ce qui est infrastructure sera disponible pour que selon le calendrier gouvernemental, le calendrier institutionnel, nous puissions faire le lancement au temps opportun que l'autorité décidera. La société ivoirienne de télédiffusion, aux côtés de l'entreprise chargée du déploiement qui concerne en tout 6 autres zones techniques, dont Yamsokro, Man, San Pedro, Korogo et Boaké, où seront installés des émetteurs relais. Le centre émetteur d'Abobo étant le centre névralgique. Nous tenons vraiment à tenir pour le mois de décembre, effectivement, couvrir Abidjan, allumer Abidjan comme on le dit, et toutes les régions d'Abidjan. Ensuite, nous progresserons pour une première partie qu'on appelle la deuxième phase, donc qui va concerner 7 grandes villes. À partir du site Abobo, nous allons recevoir par des flux toutes les autres chaînes, c'est-à-dire les 4 chaînes éditeurs privées, plus la chaîne publique, donc RTI. Les équipements TNT et les nouvelles infrastructures d'ici mars 2019 pour la fin de la première phase. Un projet global de 22 milliards de francs CFA. Rappelons que l'objectif final est au plus tard, en juin 2020, d'achever la migration vers la TNT, à l'instar de tous les pays africains émettant en bande VHF. Un déploiement final qui permettra de plus à la société ivoirienne de télédiffusion de disposer en tout de 35 centres émetteurs. La TNT est une révolution dans le domaine de l'audiovisuel et un programme télé qui est lui aussi une révolution en Côte d'Ivoire et bien au-delà. Bonjour 2019 se prépare activement. Un grand casting de plus de 500 humoristes va permettre à la RTI d'offrir cette année encore un spectacle haut en couleur. Mostafa Diaby et Franck Quadio. Ça y est, le compte à rebours est lancé. Bientôt l'enregistrement de la 12e édition
de l'émission satirique Bonjour de la RTI 1. La grand-messe, ce sera pour les 28 et 29 décembre prochains. C'est vendredi soir, le 28, des moments agréables, de convivialité, de retrouvailles véritablement. Nous allons mettre le cap sur le before. Le before, c'est encore la proximité que nous recherchons toujours. C'est la grande messe avec le classico. Nous avons fait le tour de la Côte d'Ivoire l'année dernière. Cette année, nous allons encore repartir. Et cette année, nous comptons aller encore plus loin. Bassam, merci. Benjerville. Bonjour de la RTI 1, un révélateur de talent. Ils seront au rendez-vous, ces comédiens qui ont toujours contribué au succès de cette production. Bonjour arrive encore, on va vous faire rire encore. C'est ça. Et puis Papitou, ouais. Et puis les autres, on va tuer encore. On va tuer encore. Merci. En attendant, ces 27 et 28 novembre, sera organisé un casting au siège de la RTI à Cocody pour le recrutement de nouveaux talents. Les travaux de réhabilitation du pont de la rivière Yafo sur le tronçon Akupé-Kotobi ont démarré. Ce pont avait cédé sous les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la localité le 25 juillet dernier, alors que ce tronçon réhabilité avait été ouvert à la circulation il y a à peine une année. Herman Niamien. Par ce coup de pioche donné ici par l'inspecteur général d'État Théophile Awandoli, les travaux de réhabilitation du pont de la rivière Yafo sur le tronçon Akupé-Kotobi viennent ainsi de démarrer. Ce pont, il faut le rappeler, avait cédé sous les pluies diluviennes du 25 juillet dernier qui se sont abattues sur la localité. C'est une route extrêmement importante qui avait été dégradée sur tous les tronçons. On a fait la route à Zopé, jusqu'à Bengourou, à Imbirekrou, donc c'est parti. Il y a cette bretelle qui également dessert le Moronou, l'Ifou et même le Nzi. Donc c'est extrêmement important. Et cette route était presque terminée quand, suite à des pluies diluviennes, le pont a sauté. Écoutez, s'il n'y a pas de pont, on ne peut pas utiliser cette belle œuvre. Et le président de la République a bien voulu accepter qu'on fasse ce pont. Selon l'inspecteur général d'État, pendant la réhabilitation du tronçon Akupé-Kotobi, le pont Yafo, jugé encore en bon état par les techniciens, n'avait pas été inclus dans les travaux. Avec cette réflexion, c'est 1 milliard de francs CFA qui s'ajoutent sur la facture de la réhabilitation qui coûtait déjà 27 milliards de francs CFA. L'opérateur technique qui a déjà commencé les travaux entend les livrer dans 3 mois. Le niveau de la route va être considérablement rehaussé de manière à assurer, après que le Bénet ait pu faire ses études, assurer le débit des grandes crues qui pourraient survenir par la suite. C'est un ouf de soulagement pour la population de cette localité. La rupture de ce pont a des répercussions énormes sur le transport, les activités économiques et les activités agricoles dans la zone. Notre route, disons, était en état qui faisait qu'on était quelque peu enclavé. Toute la population du Moronou est satisfaite de cette initiative. Resté impraticable pendant une dizaine d'années, c'est en juillet 2016 que les travaux de réhabilitation de la voie Akupé-Bongouanou ont été lancés par le vice-président Daniel Kablan-Duncan, alors Premier ministre. Ouverte à la circulation il y a à peine un an, la joie des véhicules de transport et des usagers de la route venant d'Abidjan pour se rendre dans la région du Moronou n'a été que de courte durée. Ils sont obligés aujourd'hui de faire un grand détour par Bonaouin et Ara, un tronçon aussi en état de dégradation avancée. Dans le domaine de la riziculture, une dizaine de formateurs ivoiriens, burkinabés et nigérians vont voir leurs capacités renforcées. Sur 4 jours, ils vont apprendre de l'expérience coréenne, notamment en matière de mécanisation agricole. Noël Niagno. L'agriculture, singulièrement la riziculture au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et au Nigeria ont en commun 3 défis à relever. Nos rendements sont jugés assez faibles. Ensuite, il y a un deuxième défi qui concerne la productivité et il y a également la qualité du riz qui en découle.
Le mal identifié, la coopération sud-coréenne, en accord avec la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, initie depuis ce lundi un renforcement de capacité à l'intention des formateurs venus de ces 3 pays, avec pour objectif améliorer l'exploitation des équipements et augmenter ainsi leur durée de vie. De façon courante chez nous, dans nos pays africains, le problème de la maintenance, de l'entretien des équipements agricoles reste toujours posé. Et aussi la mauvaise utilisation de ces équipements qui pose problème. Et je crois que c'est l'objet justement de cette formation. Et nous espérons au finish, à la fin de cette formation, avoir en tout cas des éléments qui pourront nous aider à améliorer la durée de vie de nos équipements dans nos pays. Sur 4 jours, la dizaine de stagiaires va faire connaissance de ce motoculteur dans son fonctionnement et son entretien sous l'œil avisé des instructeurs sud-coréens. La formation, elle est technique. La technique, c'est quoi? Connaître le matériel, comment ça fonctionne. Pour comprendre l'intérêt de... Quand on vous dira, mettez de l'huile propre, remplacez l'huile à temps, vous compreniez que, puisque vous savez ce que fait l'huile dans la machine, alors vous êtes plus disposé à appliquer les consignes qu'on vous donne. Cadre de cette formation, le CF-MAG, Centre de formation à la mécanisation agricole de Grand Laou. À Dieukoué, dans le Guémon, zone ouest de la Côte d'Ivoire, le lycée moderne a été attaqué par des individus non identifiés ce lundi. Les locaux saccagés, un bâtiment incendié, pas de perte en vie humaine, mais au moins 3 blessés. Le calme est revenu sur place. Les autorités et les acteurs du système éducatif lancent des appels à l'apaisement. Les enfants de la rue du district d'Abidjan, au cœur d'une journée récréative du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Elle a marqué ce 26 novembre une date choisie par l'UNESCO pour la commémoration de la Journée internationale des enfants de la rue. Sephora Zegui et Grace Kando. 150 millions d'enfants au monde vivent et travaillent dans la rue. Plusieurs d'entre eux sont abandonnés ou orphelins, exclus du système scolaire et des mécanismes de protection. En Côte d'Ivoire, la situation interpelle. Lorsque mon père et ma mère sont morts, c'est là que ma famille m'a traité de sorcière et qu'ils m'ont renié, qu'ils m'ont envoyé dans une église pour dire qu'ils vont me délivrer. Et là-bas, comme on faisait les jeûnes, comment on appelle, on nous faisait jeûner sur une semaine, c'est-à-dire que le samedi et le dimanche, et que moi je ne pouvais pas supporter, c'est là que j'ai fui. J'ai envie de revoir mes parents. Comme avant de la manière on était ensemble et puis il est parti à l'école. Je me suis retrouvé dans la rue quand il y avait tant de guerre. Maintenant, moi et mes parents se séparent, je ne sais pas où ils sont allés. Certains enfants de la rue tentent d'échapper aux abus, tandis que d'autres essaient de gagner de l'argent pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Pour lutter contre ces phénomènes, plusieurs actions sont menées par le gouvernement qui place la protection et la promotion de l'enfant au cœur de sa politique de développement. Le gouvernement a validé la construction de 3 centres socio-éducatifs pour la réinsertion de tous ces enfants et le projet est bien avancé. Au jour d'aujourd'hui, il reste à construire ces centres pour que tous ces enfants-là soient orientés vers ces centres pour une formation éducative et professionnelle. La rue n'est pas la place propice à l'éducation des enfants. Nous devons donc nous organiser pour les aider à retourner dans leur famille où leur sécurité sera assurée. Vous avez la responsabilité de protéger vos enfants, de les éduquer et de leur permettre de s'épanouir. Depuis 2009, l'UNESCO a décrété le 26 novembre de chaque année Journée internationale des enfants de la rue. Une journée pour mettre en lumière et dénoncer l'absence des journées récréatives pour les enfants et adolescents vulnérables. Selon l'institution, le droit à l'activité récréative contribue au respect des droits des enfants. Dans le domaine de la décentralisation, le Maroc apporte son appui à l'UEMOA. Un accord de coopération a été signé à Marrakech entre le Conseil des collectivités territoriales de l'espace UEMOA et le Conseil des territoires marocains. Il s'agit pour les autorités marocaines d'accompagner les collectivités de l'espace UEMOA dans leur politique de décentralisation financière.
Et puis en France, pour terminer, le mouvement des Gilets jaunes continue. Le gouvernement lâche du lest et renonce à certains dispositifs, notamment les péages urbains. Des mesures détaillées ce lundi en Conseil des ministres. Elisabeth Borne, ministre des Transports, qui présente son projet de loi d'orientation des mobilités. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de vous informer sur RTI 1. Retrouvez Marine Cognon pour le 23h. Bonsoir à tous.